Le Conseil de sécurité des Nations Unies tente de sauver l'accord de paix avec l'adoption de la résolution 2374, le lancement du mouvement Alternance 2018 de l'activiste Rajbat et enfin la démission du sélectionneur malien Alain Giresse. Ce sont les thèmes qui seront abordés dans ce grand temps. Nos invités sont Célia Dalmeida du Journal du Mali et Benjamin Sangala de l'hebdomadaire L'Espérance. Quant à moi, je suis Aruna Sissoko. Mesdames et messieurs, ce soir, beaucoup de thèmes qui seront débattus. Nous allons commencer par l'adoption de la résolution 2374 des Nations Unies. À la demande du gouvernement malien, le Conseil de sécurité a décidé mardi 5 septembre de créer un régime de sanctions ciblé contre ceux qui dressent des obstacles à l'application de l'accord de paix et de la réconciliation dans ce pays, dont les fragiles avancées réalisées jusque-là sont mises en péril. Monsieur Sagala, est-ce que vous pensez que cette résolution mettra définitivement fin à toutes ces hostilités qui sévissent dans le nord du pays? C'est ce qu'on espère bien. Mais à mon avis, c'est peut-être déjà on montre que la justice malienne déjà n'est pas certainement indépendante. Pourquoi peut-être aller demander peut-être au Conseil de sécurité des Nations Unies pour adopter un régime de sanctions contre le Mali? Et également, ça voudrait aussi dire que jusque-là, les acteurs, en tout cas de l'accord de paix pour la paix et la réconciliation nationale, ne sont pas forcément sérieux. Pourquoi? Sinon, pourquoi attendre tout ce moment? Pourquoi ne pas peut-être le Mali lui-même ne sanctionnerait pas certains qui ont à fauter et qui peut-être vont continuer peut-être à fauter? Pourquoi forcément les Nations Unies, à mon avis? Célia Dalmeida, pensez-vous que les objectifs de cette résolution seront atteints? Merci de m'inviter, merci à kunafoni.com. Est-ce que les objectifs de cette résolution seront atteints? C'est ce que l'on espère. Je pense que c'est plus un signal politique qu'autre chose. C'est une façon encore pour la communauté internationale de montrer qu'elle soutient le Mali dans ce qui est en train de se faire dans la mise en œuvre de l'accord et qu'elle est en quelque sorte le gendarme, parce qu'elle s'est portée garante de cet accord pour la paix et la réconciliation. Donc il est vrai, comme Benjamin l'a dit, qu'il faut que la justice malienne joue son rôle. Mais il faut également que ceux qui nous ont permis, qui nous aident aujourd'hui à faire face à cette crise qui continue, soient également là pour dire attention, il faut qu'on arrête. Parce que on fonctionne avec leur argent aujourd'hui. Leurs hommes sont ici, sur notre territoire, pour nous aider à garantir la sécurité. Donc je crois qu'il y a c'est en fait un signal. C'est plus un signal qu'autre chose. Les sanctions n'ont jamais vraiment marché pour dissuader quelqu'un surtout en ce qui nous concerne ici au Mali. On sait que les différents acteurs ont leur économie qui est locale, qui est endogène. Ils ne vont pas acheter des maisons aux États-Unis, etc. Ça se passe ici au Mali. Mais les interdictions de voyager, etc. peuvent être dissuasives à un certain niveau. Mais encore une fois, à mon entendement, c'est surtout quelque chose de politique. Histoire de dire, attention, nous sommes là, nous vous surveillons, nous vous regardons. Monsieur Sagala, pensez-vous que cette résolution pourra sauver l'accord de paix? C'est ce que je dis au départ. Je dis, espérons bien que ça sauve l'accord de paix. Mais pour le moment, pas dire que ça va sauver l'accord de paix. Pour le moment. Oui. Est-ce que ça va sauver l'accord de paix? Je crois que c'est fait en tout cas pour aider à une relance positive. Parce que jusqu'à présent, la mise en œuvre de l'accord va en dents de scie. Beaucoup le disent, quand il y a une avancée, on rechute très rapidement du fait justement que les acteurs, comme Sagala l'a dit, n'ont pas toujours un langage de vérité, ne sont pas toujours de bonne foi. Donc, quelque part, cette décision du Conseil de sécurité, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a pour objectif surtout de dire « Attention, nous sommes là, nous vous regardons, nous vous surveillons, faites attention à ce que vous faites », pourrait, c'est ce que l'on souhaite, pousser les différents acteurs à se dire « Ah, bon, on pensait que l'État du Mali était tout seul, apparemment non, il y a des gens qui sont derrière, et vu que ce sont des gens qui, quoi qu'on dise, ont une certaine stature internationale, ils communiquent beaucoup, ils veulent être bien vus de l'extérieur, ils vont peut-être faire des efforts, effectivement. Maintenant, parlons de... Oui, vous voulez ajouter quelque chose, M. Sagala? Une autre hypothèse à ce que Célia vient de dire. Vous savez aujourd'hui qu'au nord, tous ceux qui mettent quand même en branle cet accord de paix ne sont pas forcément visibles.
peut-être le jour ils sont peut-être tel mouvement, peut-être la nuit ils redeviennent terroristes, ils attaquent. Parce que jusque-là, on n'est pas arrivé à savoir qui est qui, à savoir peut-être qui est de tel mouvement, qui ne l'est pas, qui est dans le processus de la paix, ainsi de suite. Donc forcément, qu'on arrive, que chaque mouvement arrive peut-être à répertorier et à donner une certaine forme à ces éléments, les contrôler également, parce qu'il y a ces problèmes de contrôle des acteurs, en tout cas des éléments de chaque mouvement. Donc il faut que cela se fasse. Sinon, comment est-ce que vous expliquez ces différentes attaques un peu partout du centre au nord, ces différentes attaques, mais ces éléments, souvent, je ne dis pas qu'ils pourraient provenir de ces différents mouvements qui ont même peut-être signé l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Je crois qu'il faut peut-être arriver à clarifier tout cela. Parlons maintenant de l'activiste Radbach et du lancement de son mouvement Alternance 2018 le mercredi 6 septembre au Carrefour des Jeunes, après sa démission de la plateforme Anté-Abana. Revenons un peu à sa démission. Selon vous, M. Benjamin Sangala, quels seraient les causes de cette démission? Bon, c'était déjà peut-être un peu prévisible, sa démission. Parce que quand vous regardez un peu la composition de la plateforme Anté-Abana, c'est vrai qu'ils sont réunis pour peut-être dire non au référendum que le président Ibrahim Boubacar Keïta a bien voulu peut-être faire. Mais cependant, c'est quand même un certain nombre d'hommes politiques venus de différentes régions qui ont peut-être voulu simplement dire non au président. Mais cependant, Rasbach, qu'est-ce que lui veut peut-être? Le problème, c'est la question de l'alternance. L'alternance. Quand vous allez peut-être dire aux hommes politiques, au sein d'un groupement politique, nous voulons l'alternance, mais chacun va peut-être vouloir penser lui-même. Aujourd'hui, au sein de l'alternance, au sein de la plateforme, nous avons Soumaïla Cissé, nous avions peut-être le gars de l'ADP, Amadou Cham, et tout autre. Maintenant, quand on parle de l'alternance, peut-être la vieille garde va dire, mais écoutez, ceux-là ne veulent pas que nous revenons au pouvoir. Et la jeune garde, aujourd'hui, peut-être mal préparée, va dire, mais écoute, qu'est-ce que peut-être le gars veut? Alors, on suppose que Rasbach, lui aussi, selon certains de la plateforme, voulait être candidat en 2018. Chose pourquoi ils lui ont caché certaines de ses vérités, certaines déclarations de la plateforme qui lui a peut-être irrité et qui a peut-être motivé forcément son départ. Lors du lancement de son mouvement, il a signalé qu'il ne sera pas personnellement candidat pour les élections à venir. Célia, pensez-vous qu'il pourrait seul faire bouger quelque chose avant les élections? C'est-à-dire seul faire bouger quelque chose avant les élections dans le sens de soutenir quelqu'un qui va être un candidat de poids. C'est possible, c'est possible. Quand on voit la démonstration que Rasbach a fait quand il est rentré de sa tournée en Europe la dernière fois, on se dit que ce monsieur a un capital sympathie auprès du public qui fait qu'effectivement sa voix a du poids. Sa voix a du poids et donc il a la lucidité, je l'en félicite, de se dire que président Rasbach, peut-être pas tout de suite, peut-être il se donne le temps de fourbir ses armes et revenir dans quelques années, peut-être pas tout de suite, mais effectivement au sein de la plateforme, il y a des personnalités, je veux dire des individualités qui ont la capacité aujourd'hui de récupérer le capital sympathie justement de Rasbach et d'en faire quelque chose. Donc je pense que nous nous acheminons vers un schéma assez intéressant parce que la classe politique malienne se renouvelle, quoi qu'on dise. Et il y a des jeunes et des moins jeunes qui n'étaient pas vus avant. Je prends par exemple le cas de Madame Sika Diatosso, j'espère, je prie. Et je ne terminerai pas ma phrase. Mais il y a des personnalités en tout cas qui sont là aujourd'hui et qui pourraient effectivement en 2018 être présents sur le devant de la scène. Et dans ce cas de figure-là, vers qui irait Rasbach est quelque chose d'important. Monsieur Sangala, Monsieur Radbach, il acclame haut et fort qu'il est ni du pouvoir ni de l'opposition malienne. Pensez-vous qu'il joue à un jeu de cache-cache avec la nouvelle génération? Un jeu de cache-cache, je ne saurais le dire. Mais pour le moment, peut-être avant d'arriver à cette question, il faut quand même essayer d'expliquer un peu ces dernières sorties, pourquoi l'alternance 2018. Quand vous regardez un peu le paysage politique de la sous-région, le Burkina Faso, le Sénégal, vous avez vu qu'au Sénégal, avec le mouvement Yanamar de Fadel Barro, un peu vers le Burkina Faso avec le ballet citoyen. Donc c'est quand même une sorte de continuité de ces différents mouvements. Et maintenant, à savoir qui peut-être les soutient. Parce que quand cela dit tout de suite la force de Rasbach, qui moi, personnellement j'explique comme une euphorie pour le moment.
est en train vraiment de dépayser beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui. Parce que, à la question de Kayatousso et Sikarisso, c'est vrai qu'on sait que c'est une vieille garde, mais qui s'est beaucoup réservé à un moment donné avant de rebondir. Aujourd'hui, peut-être la jeune génération l'a connue grâce à ce mouvement anti-Abana, sinon beaucoup ne la connaissaient pas. Kayatousso, premier gouverneur de Bamako, point barre. Maintenant, revenons juste sur la scène politique à cause de ce référendum. Bon, Rasbat, si on peut peut-être dire, je ne sais pas si c'est un jeu de cache-cache, si c'est vraiment un combat, un véritable combat pour la bonne gouvernance, pour la démocratie, si c'est pour ça, bienvenue. Mais jusqu'à présent, je termine s'il vous plaît, mais jusqu'à présent, en regardant un peu le monde qui le suit, c'est le conglomérat qui le suit, parce que quand vous regardez, d'abord, ceux-là qui le suivent aujourd'hui, c'est ceux-là déjà en 2012 qui étaient du côté du pouvoir. Et deuxièmement, ceux qui le suivent, c'est ceux-là qui ont accompagné Ibeka en 2013 et qui pensent qu'ils n'ont pas eu gain de cause jusque-là. Et également l'autre monde qui, la plupart aujourd'hui, n'ont aucun sens de l'élection, non certainement pas le cas de Nina. C'est peut-être un peu le bétail de Rasbat. Je m'excuse un peu. Donc, on ne peut pas tout de suite dire que Rasbat est arrivé en 2018 comme vraiment un faiseur de roi. Mais pour le moment, vraiment, il a un poids que je pense vraiment être euphorique. Célia, vous avez Oui, quelque je chose à voudrais ajouter? réagir sur 2 points. Le premier, c'est par rapport au non-alternance. Je pense que, contrairement à ce que mon confrère vient de dire, l'alternance voulue au Mali n'est pas vraiment la même chose que l'alternance vous faites au Sénégal ou au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on sortait de 27 années de pouvoir, celui dans lequel nous sommes, on a 4. Au Sénégal, il y avait une idée d'un président qui partait, qui voulait rester, et qu'on a tout fait pour faire partir. Donc je pense que les contextes ne sont pas exactement les mêmes. Mais effectivement, il y a un mécontentement qui est là, dont personne ne peut dire qu'il l'ignore aujourd'hui. Et ce mécontentement, il est le terreau fertile pour que de nouvelles voix s'élèvent, pour que de nouvelles voix se fassent entendre. Et c'est ce mécontentement que Rasbat a réussi à capitaliser. Voilà, on va le dire comme ça. Et est-ce que les gens qui suivent Rasbat ne sont pas au fait de la question politique? Ça m'étonnerait. On va dire qu'ils n'ont pas la même lecture que vous et moi. Mais ils sont dans le pays, ils vivent les réalités du pays. Ils ont fait confiance à quelqu'un qui leur a promis de mettre certaines choses dans l'ordre et qui, à leur avis, pour l'instant, n'y est pas arrivé, n'y arrive pas. Et ils se disent, mais si cette personne ne peut pas, allons vers quelqu'un d'autre. C'est cette lecture-là que moi je fais. Elle peut être erronée. Mais en tout cas, je pense que le mécontentement est un terreau qui permet à des personnalités nouvelles. On l'a vu en France, on l'a vu en Espagne, on l'a vu même aux États-Unis. Le cas Trump, c'est ça. C'est le mécontentement du peuple qui ne se reconnaît pas dans ceux qui le dirigent et qui disent très bien, on balaye tout et on part avec un nouveau type de personne. Et Rasbat et certaines personnalités de la plateforme anti-Abana peuvent être assimilés à ce nouveau type de personne. Oui, M. Sagala, vous avez quelque chose à ajouter? Cette moto sous le cas Rasbat, c'est vrai que bon, aujourd'hui, il demeure quand même un repère au niveau de la jeunesse. Quand on regarde tout ça, son capital, mais les gens aussi oublient quelque part qu'il y a eu un parcours. Je me rappelle encore que année 2012-2013, je vis Rasbat lui-même, seul, en train de défiler, en train de marcher. Tout ça pour dire qu'il a quand même eu un parcours de combattant. Donc aujourd'hui, face à la question de l'alternance, c'est vraiment une question capitale qu'il faut peut-être revoir à beaucoup de niveaux. D'où le renouveau de la classe politique, d'où un peu la bonne gestion, la bonne gouvernance, la démocratie en quelque sorte. Mais est-ce que, au-delà de son combat, arrivera-t-il un jour à incarner tout ça? La question reste posée, mais attendons le temps, nous dira peut-être un peu davantage. Attendons le temps pour qu'il puisse nous dire ce qui viendra. Nous allons maintenant chausser nos crampons et parler de football avec la démission du sélectionneur malien Alain Giresse. Il ne dirigera pas les deux prochains matchs
du Mali dans la qualification pour le Mondial 2018. Le Français a en effet démissionné de son poste de sélectionneur, lassé par les conditions de travail et les tensions existantes avec certains supporters. Né de l'élimination au premier tour de la CAN en janvier dernier, M. Benjamin, est-ce que cette démission pourra apporter un grand changement dans le monde du football malien? C'est ce qu'on espère bien. Est-ce que la démission d'Alain Giresse va apporter le changement dans la crise du football malien ou dans la performance des aigles du Mali? C'est vraiment une belle question. Mais est-ce que tout de suite on peut vous donner la réponse? Maintenant, sa démission est quand même prévisible depuis l'élimination du Mali à la CAN dernière, au premier tour. En fait, les supporters vraiment n'en voulaient plus vraiment d'Alain Giresse. Ni les supporters, ni les dirigeants de la FEMAFOOT, parce qu'à un moment donné, je crois avoir entendu dire le président de la FEMAFOOT dire que bon, ce serait mieux qu'Alain Giresse démissionne. Ce serait mieux pour lui. Mais ils ne pourront pas peut-être demander à Alain Giresse de démissionner à l'époque parce que déjà, il y a quand même un contrat signé. Il fallait attendre la fin du contrat. Si jamais ils demandent à Alain Giresse de démissionner, c'est forcément eux qui vont endosser les frais. Donc, il fallait quand même attendre un bon moment. Et le contrat d'Alain Giresse arrive à terme en novembre prochain. Nous sommes à 2 mois de la fin de son contrat. Donc la démission ne sort. Et les derniers matchs contre le Maroc, 6-0, c'est vraiment... Et si j'ai bonne mémoire, c'est peut-être la 2e fois que le Mali a été battu de sorte par une équipe depuis 1972. Vous voyez que c'est quand même une honte nationale pour ceux qui vraiment... les passionnés, les patriotes, comme Cyril le disait en début d'émission. Donc c'est vraiment important. Maintenant, est-ce que son départ va vraiment changer en termes de performance, va résoudre le problème du football malien? Je me dis non. Franchement, je dis non parce que déjà le problème malien n'est pas forcément un problème d'entraîneur, un problème de sélectionneur. C'est plus profond que ça. Il faudrait que au niveau les autorités du football cessent vraiment. Et il y a quand même ce truc de clanisme et chacun voudra imposer son joueur, son candidat, ainsi de suite. Donc on arrive vraiment à assainir un peu le milieu, amener peut-être des hommes un peu nouveaux, comme nous parlons d'alternance à un moment donné, pour vraiment résoudre le problème. Mais qui sont ces hommes nouveaux? On ne le sait pas pour le moment. Voilà, donc attendons voir. Il s'est dit inquiet pour sa propre sécurité suite au post sur les réseaux sociaux. C'est lié à vous qui êtes plus actifs sur les réseaux sociaux. Pensez-vous que la situation est arrivée jusque-là? Non, je pense que Giresse avait envie de partir. Monsieur Giresse avait envie de partir. La situation était de moins en moins tenable pour lui. Vous vous souvenez, quand il avait été recruté, déjà ça avait commencé avec les critiques sur son salaire, le fait qu'il revenait alors qu'il n'avait pas eu de résultats au précédent. Donc, il y avait déjà un terreau pas positif pour son travail. En plus, les problèmes au niveau de la fédération, en plus, les problèmes dans l'équipe nationale où il y a beaucoup d'individualités qui se confrontent, qui n'arrivent pas encore à fonctionner en tant qu'équipe. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et je pense que ce sélectionneur est arrivé au bout de ce qu'il pouvait montrer. Et il en a eu conscience et il a déposé sa démission. Démission qui arrange bien la FEMAFOOT, effectivement, parce que si on lui avait demandé de partir, on aurait dû lui payer beaucoup de frais et le Mali a beaucoup de problèmes. Donc je pense que... Est-ce que ça va résoudre le problème pour m'approprier la question qui était adressée à mon confrère? Je pense que non. Je pense que non parce qu'effectivement, la question du foot au Mali n'est pas une question de personne, c'est une question de système. Ouais. C'est une question de système. On a un système qui est mauvais. On en a les preuves. Il est mauvais. Et la preuve, c'est que là, ailleurs où ça fonctionne autrement, ça marche. Donc, peut-être inspirons-nous de ce que les autres font. Inspirons-nous de ce que les autres font. Prenons les leçons auprès de ceux pour qui ça réussit. On a des internationaux qui, quand ils arrivent ici, ne se foulent pas beaucoup parce qu'ils veulent se préserver pour les clubs où ils gagnent beaucoup d'argent. C'est de bonne guerre. Pourquoi ne pas miser sur les locaux? On a des locaux de très bonne qualité. Pourquoi ne pas miser sur ces jeunes-là, leur donner les moyens de nous produire un foot qui nous permette de... Le Mali est une grande nation de foot. De la vieille mère au plus petit bambin, on aime tous le foot dans ce pays. Donc il faut que ce sport dans lequel notre argent en tant que contribuable est injecté à coups de milliards chaque année, eh bien, qui nous apporte un peu de joie quand même. On est fatigué d'être frustré à cause du foot.
Monsieur Sagala, vous avez... Justement, celui avait parlé de résultats au précédent. Parce que, imaginez que, bon, c'est vrai, il est de retour, il est parti en 2012 après la CAN, il est revenu en 2015. Vous voyez. Donc, entre-temps, moi, ce qui me préoccupe un peu, le Malien, on ne connaît pas le contenu des différents contrats qu'on signe avec les entraîneurs. Qu'est-ce qu'on a signé avec Alain Giresse? Qu'est-ce qu'on attendait de lui? Qu'est-ce qu'on attendait de lui? Certainement, on a peut-être dit, bon, Alain Giresse, il faut peut-être nous qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. On ne lui a jamais dit, Alain Giresse, il nous faut la Coupe. Peut-être qu'il faudrait peut-être faire le contrat autour de la Coupe, peut-être. Là, peut-être, même s'il n'a pas la Coupe, même s'il arrive peut-être à être deuxième ou bien un bon troisième, cela peut aller un peu apaiser les cœurs. Ce n'est pas le cas. Pensez-vous qu'un entraîneur local fera notre affaire aujourd'hui? Entraîneur local, je vais terminer sur la question d'Alain Giresse. Et quand on regarde un peu son résultat, déjà en 2012, il avait déjà un truc de 17 matchs. 17 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 6 victoires, 6 défaites, hein, 6 et 3 nuls comme ça. Ouais, déjà, est-ce que ça c'est un bon résultat? Quand il est revenu en 2015, il a fait 20 matchs. 20 matchs, je crois avoir que... oui, 8 victoires, un truc de 10 nuls, un truc de 7 matchs défaites. Donc, cela veut dire que vraiment, il n'y a pas de bon résultat. Il n'y a pas de bon résultat. Et également, on lui avait demandé seulement de nous qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Point barre. Est-ce que dans le contrat, il est écrit à Alain Giresse vraiment de nous qualifier et également d'avoir une bonne place, peut-être première, deuxième, et qu'on mette fin au contrat juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Même si on prolonge le contrat pour que nous trouve la qualification au mondial, alors comme il était quand même arrivé à bout de souffle, il voulait partir. Il voulait également partir. Maintenant, il y a une nouvelle également concernant les entraîneurs locaux. C'est vrai, cette fois-ci, ils ont pris des entraîneurs locaux. Je crois qu'après Alain Giresse, il y a Olivier Pathé qui était toujours là, qui ne servait pratiquement à rien, parce que éternel adjoint, certainement, il est aussi parti. Toute l'équipe d'Alain Giresse est partie. Maintenant, je crois qu'ils vont peut-être confier l'équipe à Mohamed Makasoupa, qui est directeur technique national de football, et à Fousseni Diawara. L'ancien joueur et consultant dans ce canal. Donc, c'est vraiment important, on les considère comme des locaux. Maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir donner les résultats escomptés? Mais le problème des locaux également au Mali, c'est quoi? Comme l'autre l'a dit, c'est le problème du système. Parce qu'aujourd'hui, le football est tellement divisé en termes de clans, en termes de... Vous allez peut-être prendre un entraîneur qui a des affinités pour le Djoliba et les autres vont continuer à le combattre. Vous allez prendre peut-être un entraîneur du Real et les autres de Djoliba ou du CSK ou de Espoir vont continuer à le combattre tout le long de son mandat. Donc, en ce moment, le patriotisme, l'orgueil patriotique n'aura plus valu. Donc, c'est un peu ça le problème. Célia, vous avez quelque chose à ajouter? Non, j'aime bien la chute de mon ami qui parle de patriotisme. Je pense que justement, quand il y a des clans, on ne pense plus à la nation. Et malheureusement, le sport, c'est un sport national. Ce n'est pas le sport du Djoliba ou le sport du CSK ou le sport du Real. C'est le sport du Mali. Et donc, quels que soient les hommes qui arrivent à la victoire, quand ils gagnent, c'est 17 millions de Maliens qui sont heureux. Pourquoi on va continuer sur des questions individuelles ou des questions de groupe à priver 17 millions de Maliens d'une victoire dont ils ont la capacité? C'est ce qui, moi, me fait mal. Si on avait une équipe qui était archi nulle, archi mauvaise, bon, on aurait dit, bon, c'est pas grave, on y est allé, on a participé, ça va. Mais nous avons la capacité de gagner. Mais à cause de ces querelles intestines, des gens qui, il faut donner 5 millions pour que ton joueur soit pris, etc., ben, on en arrive à ne pas avoir de résultats. Monsieur Sagala? La question du salaire, cela avait un peu à un moment donné ébauché. Vous savez qu'aujourd'hui, peut-être qu'avec les entraîneurs internationaux, quand ils viennent, c'est des gros salaires, c'est vraiment de la belle vie. Alors, par contre, ils ne nous donnent pas assez de résultats. Mais également aussi, en fait, il ne faudrait pas qu'on continue seulement à accuser les entraîneurs. Pourquoi pas les joueurs aussi? On a vu peut-être que l'entraîneur malien, Alain Giresse, n'est pas mieux payé que l'entraîneur burkinabé. Qui, quand on voit les jeunes burkinabés, les étalons jouer, on sait que ceux-ci vraiment veulent se battre. Même s'ils perdent, vous sentez que vraiment, bon, écoutez, ils se sont quand même battus. Ce n'est pas le cas chez nous. Vous voyez sur le terrain, peut-être un match un peu, comment on appelle ça? Les joueurs sont effacés sur le terrain. Pas de combativité, pas de vitalité, mais quand ils perdent forcément,
Bon, vous voyez, donc quand ils perdent, ils n'ont pas de soutien. Tu peux Il faut qu'on les envoie au camp 1. Voilà. Voilà, donc, et quand ils perdent également, ils savent qu'il n'y a rien. Ainsi prend fin ce premier numéro de Grand Angle. Nous étions avec Célia Dalméda du journal du Mali et Benjamin Sangala de la Demande d'Espérance. Merci et à bientôt.